Au sommaire de ce journal, attaque à Solhan, le Premier ministre est sur le site de l'attentat. Le chef du gouvernement burkinabé, à la tête d'une délégation, est sur les lieux 72 heures après le massacre. Le compte-rendu complet de la sortie à suivre dans ce journal. Bientôt, un ranch dans le Tuy pour la protection des ressources naturelles et la promotion du tourisme cynégétique. 12 mois, c'est le délai de réalisation de la réserve dont nous découvrirons les ambitions dans quelques instants. Et puis au Mali, le nouveau président de la transition prête serment ce lundi 7 juin. Le colonel Assimi Goïta est officiellement investi, assure que le pays va respecter ses engagements. Nous verrons cela en fin d'édition. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour le 20h de la télévision du Burkina. Au palais de Kosiam, ce matin, le président de Faso reçoit le témoignage de solidarité des Nations Unies suite à la tragédie de Solhan. Et c'est la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique qui exprime ainsi la compassion de l'ONU à tout le peuple burkinabé dans cette douloureuse épreuve. Vera Songwe parle relance économique qui est en marche au Burkina Faso malgré ce contexte de crise sanitaire et sécuritaire avec Rochmar Christian Kaboré. Elle confie tout cela à Gérard Soumé et Sekou Zongo. Les Nations Unies, solidaires du peuple burkinabé après le drame de Solhan. Cela a été exprimé par la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique et le président du Faso félicité pour sa bonne conduite de l'économie burkinabé malgré le contexte sécuritaire difficile que vit le pays depuis 2016 et très récemment la crise sanitaire. Cette visite est également pour elle une manière d'encourager le gouvernement burkinabé à accélérer dans la création d'emplois pour faire du Burkina Faso un pays à revenus intermédiaires. Nous voyons quand même que le Burkina Faso est un des pays qui est en train de vraiment de vivre une reprise. Le président a évidemment insisté sur la création d'emplois, évidemment la création d'emplois pour les jeunes et comment est-ce que nous pouvons peut-être en profiter de la ZLECAf. Nous avons parlé aussi de comment aider ceux qui sont les plus défavorisés, surtout les femmes et les enfants, donc avoir des programmes de bourse familiale, des programmes de protection sociale. L'urbanisation, les infrastructures, l'autosuffisance alimentaire sont également des points évoqués entre le président du Faso et la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Nous pensons qu'avec un programme agricole assez foncé, un programme de reconstruction et de déconcentration de villes et d'emplois, en ajoutant la ZLECAf, la zone de libre-échange économique continental africain, ça pourrait permettre vraiment une relancée de l'économie post-Covid. Pour Vera Songwe, l'ouverture des économies africaines passe nécessairement par une victoire sur le Covid-19. Une occasion pour elle d'inviter les Africains à faire confiance au système sanitaire en se faisant vacciner contre le Covid-19. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré rentre donc de Solhan où il a visité ce site qui a connu ce drame le week-end dernier. Nous reviendrons sur la visite dans ce journal. Nos envoyés spéciaux rentrent de la mission et nous aurons le reportage au cours de ce journal. C'est un drame donc qui survient au moment où dans le Sahel, les communautés de la région avait formulé des recommandations devant permettre d'aboutir à une paix durable et à l'unité dans la zone et dans tout le pays. Recommandations issues du Forum régional sur le dialogue inclusif pour la paix et la cohésion sociale dont voici les conclusions avec Souleymane Kwanda et Lazare Sanou. Au terme du forum, les différentes communautés de la région du Sahel ont formulé 12 recommandations, au nombre desquelles le maillage et le renforcement du dispositif sécuritaire, le retour de l'administration dans toutes les localités, l'érection de la province du Soum en région administrative pour le retour de la paix et la cohésion sociale. Depuis l'éruption du terrorisme, la question de la cohésion sociale se pose en des termes relativement douloureux. Et donc c'est bien et très important même que ce genre de rencontre-là ait lieu, que ces échanges aient lieu, que les questions soient débattues et surtout qu'il en résulte des recommandations. Aucune d'entre elles
ne pose problème. Tout est question maintenant de possibilité, de capacité de mise en œuvre. Mais là, je pense que les uns et les autres comprennent très bien que ce qu'on souhaite de la part d'un gouvernement n'est pas obtenable dans la semaine qui suit. Le plus important, c'est qu'il y ait la volonté de prendre les recommandations qui sont parfois des revendications en compte, étant entendu que c'est lorsque les possibilités seront offertes que l'on pourra passer à la phase concrète de leur réalisation. Dans la lutte contre l'insécurité, l'État burkinabé bénéficie de l'accompagnement de partenaires. Ce que nous recherchons, c'est d'amener les communautés, les populations à la base, à faire un diagnostic de la crise sécuritaire dans la région du Sahel, à proposer des solutions endogènes, et tout ça avec l'appui et l'accompagnement des autorités du Burkina. Selon les participants, le forum aura atteint l'objectif qui lui est assigné, établir conjointement entre les autorités et communautés une feuille de route des actions prioritaires à entreprendre pour le retour de la paix. Faire des zones frontalières des espaces de paix, de sécurité pour un développement économique, social et culturel harmonieux, c'est la volonté affichée par les États de l'Union africaine. Une volonté renouvelée ce matin à Léo à l'occasion de la célébration de la Journée africaine des frontières au plan national. La coopération transfrontalière est désormais de tous les défis, comme nous le font entendre Souleymane Sanou et Oumou Sissé. Après Nyangologo en 2020, c'est Léo dans la Sicile qui accueille la commémoration de la 11e journée africaine des frontières. La frontière, ligne imaginaire qui marque la limite entre deux États, demeure une préoccupation pour les pays de l'Union africaine. Des pays qui s'investissent à faire de leurs espaces frontaliers des viviers d'intégration et de bonne coopération pour les populations, malgré les difficultés rencontrées par les acteurs transfrontaliers. On peut noter la porosité des frontières, avec son corollaire de grand banditisme et trafic en tout genre. La barrière linguistique avec nos frères ghanéens, qui occasionne un déficit en collaboration entre les autorités administratives. D'où l'importance d'une bonne coopération transfrontalière, surtout dans la gestion des crises sécuritaires et sanitaires. La coopération sanitaire au niveau de nos espaces frontaliers constitue une réalité et se manifeste à travers les opérations de vaccination conjointes dans le cadre de la lutte contre certaines maladies et les diverses prestations offertes aux populations de certains pays voisins. La coopération transfrontalière constitue une alternative crédible et une réponse pertinente pour garantir la sérénité dans notre espace frontalier. Aussi devons-nous œuvrer de sorte que les espaces frontaliers ne deviennent des zones de confort pour les malfaiteurs et la frontière un obstacle pour la mise en œuvre réussie de nos politiques publiques. Et dans l'optique d'accompagner conséquemment les acteurs transfrontaliers du Burkina Faso et ceux des pays voisins, le gouvernement s'est engagé à renforcer le cadre juridique de la coopération transfrontalière par la ratification de la Convention de Niamey, la signature d'accords cadres de coopération transfrontalière. À Ouagadougou, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso veut tout savoir du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Elle obtient ses réponses sur place au siège du Chorus après une visite suivie d'échanges avec les autorités sanitaires. Le point complet de la sortie de la diplomate américaine avec Adama Guiti et Nyarki Teda. Découvert par le grand public à la faveur de la pandémie du Covid-19, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Chorus a connu sa première activation le 14 janvier 2019 avec l'affaire Yirigo. Il est au premier rang dans l'épidémie de méningite déclarée le 6 février 2019 à l'est du pays, puis le 6 novembre 2019 dans l'attaque des employés de la mine de Bongo. Ce sont entre autres des urgences gérées par le Chorus et présentées ce jour même à l'ambassadeur des États-Unis au Burkina. C'est une institution que nous avons soutenue et donc nous avons pu faire le point. Je suis très satisfaite de ma visite aujourd'hui parce que ça nous a permis d'échanger et d'avoir des renseignements sur notre partenariat. Le Burkina est un exemple dans la gestion des urgences sanitaires, martèle la diplomate américaine, avant d'assurer que son pays ne ménagera aucun effort pour toujours être aux côtés du Chorus pour relever d'autres défis.
Il y a beaucoup d'incidents managers qui ont été installés, donc il faut qu'ils aient des capacités pour pouvoir déployer les équipes qui travaillent à la riposte. Il faut également que l'on continue le renforcement des ressources des ressources humaines, parce qu'il faut d'une part des formations pour la gestion des urgences et d'un certain niveau élevé à CDC Atlanta, mais il y a aussi qu'en interne, il faut que le CORIS arrive à capaciter les acteurs au niveau déconcentré que sont les régions, mais également jusqu'au district sanitaire. Le CORIS est créé en décembre 2018 et pour son opérationnalisation, l'État burkinabé a été soutenu financièrement par le gouvernement américain à travers le Centre de lutte contre la maladie et USAID. Et c'est une visite qui trace les sillons d'une future coopération qui s'annonce encore plus fructueuse entre le Japon et le Burkina Faso à travers la radio. L'ambassadeur du Japon au Faso est ce matin dans les locaux de la radio nationale et de la radio rurale pour constater de visu les conditions de travail. Une sortie qui promet de belles perspectives pour la radio mère, comme nous le confirment Ali Doubadini et Issa Kanana. L'ambassadeur du Japon dans les locaux de la radio nationale du Burkina. Masaki Kato est là pour une visite de courtoisie, mais aussi pour recueillir les préoccupations des agents. Des studios de la nationale du son à la radio rurale en passant par les services des archives, l'ambassadeur nippon a pu toucher du doigt les réalités de travail de ces hommes et femmes qui se battent nuit et jour pour donner l'information juste aux populations dans toutes les contrées du Burkina Faso. J'ai visité le plusieurs bâtiments et de legal de plusieurs équipements qui est déjà fourni des gouvernements du Japon. C'est bien organisé et bien utilisé. Mais malheureusement, c'était déjà passé 17 ans, donc c'est vieux. Donc je pense que il y a une part d'équipement doit améliorer dès que possible. Vétusté des équipements, manque de matériel de travail, les défis sont nombreux pour la radio, surtout à l'ère du numérique. Et la RTB attend beaucoup de son partenaire japonais, un pays à la pointe de la technologie en matière de radio et de télévision. Au niveau des simples dictaphones, vous avez vu que les problèmes ont été posés. Au niveau donc du montage, il y a des difficultés. Et bien évidemment au niveau de la diffusion, la question des émetteurs s'est posée. Donc on peut dire que c'est sur toute la chaîne que les besoins ont été énoncés. La question de la formation a été évoquée par les agents. Et je crois que le Japon est dans de très bonnes dispositions pour accompagner la radio nationale et la radio rurale. Entre la radio et le Japon, c'est un partenariat vieux de plus d'une quinzaine d'années. Et en signant ce livre d'or, Masaki Kato réaffirme l'engagement de son pays à poursuivre cette coopération pour le bonheur des auditeurs du groupe Média Leader. Tout autre chose dans ce journal, crime de sang, trafic de stupéfiants, atteinte aux biens d'autrui. Voici quelques affaires qui seront jugées au cours de la 6e session de la chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso, délocalisée à Gawa. Du 7 au 18 juin prochain, 18 dossiers incriminant une vingtaine de personnes sont sur la table de ces assises dont l'ouverture a lieu en présence de Issaka Zabré et Lambert Soma. La chambre criminelle de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso a ouvert ce 7 juin sa 6e session de l'année judiciaire 2020-2021. Délocalisé au tribunal de grande instance de Gawa, près d'une vingtaine de dossiers sont inscrits au rôle. À Gawa également, nous avons un nombre important de dossiers qui n'étaient pas encore jugés. Donc, ce qui justifie donc notre déplacement ici. Nous avons inscrit au rôle 18 dossiers. C'est des crimes d'assassinat, des meurtres. Il y a des trafics de stupéfiants. Nous avons également des infractions liées à la traite des personnes. Donc voici, et puis des infractions liées à des avortements dans lesquels donc des gens sont décédés malheureusement. La délocalisation a pour objectif de rapprocher la justice du justiciable. C'est pourquoi le substitut du procureur général près la cour d'appel de Bobo-Dioulasso invite les populations à participer massivement au procès. Après les assises criminelles, une autre activité est également au programme. Il y a une audience foraine qui est prévue pour se tenir du 18 au 19. Il s'agit donc des dossiers correctionnels, ce que nous appelons les délits. Donc ce sont ces dossiers-là. Lorsque vous faites appel, ces dossiers viennent à Bobo. Mais compte tenu de la distance
les convocations et autres, ça fatigue beaucoup plus donc les justiciables. C'est pour cela que nous avons profité donc des sessions de la chambre criminelle pour nous déplacer et pouvoir donc juger ces dossiers-là sur place. Le programme des Nations Unies pour le développement finance cette 6e session des assises criminelles de la Cour d'appel de Bobo-Dioulasso qui se tient du 7 au 17 juin. L'actualité verte de ce journal, c'est la province du Tuy qui aura bientôt son ranch dans le village de Boni pour la conservation des ressources naturelles et la bonne gestion de la faune. La promotion du tourisme synergétique sera l'un des points forts de cette réserve dont l'initiative est d'Ecodev avec l'appui financier d'Andenavour Mining. Le projet, qui bénéficie également de l'accompagnement du groupe Topic Agrochem et de la SNCTech, devrait être une réalité dans les 12 prochains mois. Nous confions donc à la pose de la première pierre qui est suivie pour nous par Hassan Gourabou, Ismaël, Saturne Paris. Dans 12 mois sortira ici de cette terre du village de Boni un ranch, un centre qui est la toute première du genre au Burkina Faso, voire de la sous-région au dire de ses promoteurs. Il permettra le développement d'un pôle de croissance économique autour de la filière viande. Ce parc d'engraissement et de vente de viande, dans sa première phase, intègre aussi d'autres infrastructures. Il y aura sur place, sur cet espace, des parcs dans lesquels les bœufs seront engraissés pendant 3 mois avant d'être tués dans l'abattoir, découpés, conditionnés et exportés. On ne peut construire une économie locale qu'en comptant sur nos forces, et nous prenons l'engagement de continuer d'accompagner en tout cas ce projet structurant qui est un nouveau projet de type modèle pour notre économie et pour la sous-région. 4 milliards 500 millions de francs CFA. C'est le budget mobilisé pour la réalisation du ranch du Tuy. Il est porté par Ecodev sur financement de Endeavour Mining avec l'accompagnement de 2 investisseurs burkinabés, à savoir la SNCTech et le groupe Tropic Agrochem. Un projet qui s'inscrit en droite ligne dans la politique du développement du gouvernement burkinabé. Le Burkina Faso a un potentiel énorme aujourd'hui de se développer sur la base donc, de l'élevage, en utilisant les miniers comme levier. Aujourd'hui, nous ne devons plus être donc à importer donc de la viande pour pouvoir donner aux miniers parce que nous avons le potentiel sur le plan local. Le lancement officiel des travaux du ranch du Tuy intervient avec cette pose de première pierre, un parc qui permettra d'engraisser 4000 bovins par an, correspondant à une production de 750 tonnes de caracas. Il impliquera également 1000 fermiers. Des vivres et non-vivres au profit des agro-pasteurs déplacés internes dans 6 communes du Sahel. C'est le soutien du réseau de communication sur le pastoralisme aux éleveurs de la région. Les détails de la cérémonie de remise avec Bourema Cabré et Théodore Zoubouga. Ils sont des centaines d'agro-pasteurs à bénéficier de l'appui du réseau de communication sur le pastoralisme. Un accompagnement dont l'objectif est d'améliorer la résilience des ménages affectés par la crise sécuritaire dans 6 communes de la région du Sahel. Le Recopa donc a pu acquérir 178 tonnes de vivres, de petits milles et 150 kits de première nécessité, 150 têtes également donc de caprins composés en termes de kits, dont le kit caprin, on a 2 femelles donc 1 mâle. Et également le Recopa a pensé à acquérir de l'aliment bétail à hauteur de 138 tonnes qu'on pourra injecter donc dans le circuit donc des banques d'aliments bétail. Un geste qui vient soulager un tant soit peu la souffrance de ces éleveurs déplacés internes qui ne dépendent que de l'aide pour survivre. Cet appui qu'ils reçoivent aujourd'hui va beaucoup alléger les souffrances, dans ce sens que nous apprécions ce geste qui leur est destiné. Et nous témoignons toute notre gratitude au Recopa et tous les partenaires, notamment le centre de crise, l'ONG Active for Life et la compagnie Air France. Lorsqu'on a des problèmes, c'est en ce moment-là que vous reconnaissez en tout cas vos meilleurs amis. Nous remercions vraiment le projet ECOSA pour avoir fait ce geste. Ce soutien fait partie des activités du projet, répondre à l'urgence et faciliter la stabilisation des territoires agro-pastoraux dans les régions du Sahel et de l'Est du Burkina Faso.
Et puis de la technologie dans ce journal avec cette nouvelle offre de services d'Internet haut débit que propose le groupe Vivendi aux particuliers et aux entreprises burkinabè. Je vous invite à découvrir Canal Box qui s'appuie sur la fibre optique pour offrir de l'Internet allant jusqu'à 50 mégabits par seconde au dire des responsables de l'entreprise. Le produit est lancé la semaine dernière à Ouagadougou sous le regard de Rasmane Zoundi et Vincent Kiendrebego. C'est un nouveau produit qui croit pouvoir bouleverser la donne en matière d'offres de services d'Internet au Burkina Faso. Canal Box, c'est un produit du groupe Vivendi Africa qui propose aux particuliers et aux entreprises un service d'Internet haut débit en illimité jusqu'à 50 mégabits par seconde et pour un coût mensuel de 30 000 francs CFA. Notre offre unique, elle est unique, elle est simple, il n'y a aucune surprise comme on l'a dit. C'est une offre d'Internet, d'accès à Internet, très haut débit, sur support fibre optique exclusivement. Il s'agit de pouvoir garantir une vitesse, donc qui est une vitesse liée à la fibre, le meilleur support qu'on puisse avoir aujourd'hui pour faire de l'Internet, en illimité et sans engagement. Pour accéder au service, il va y avoir le besoin pour le client d'acquérir un routeur qui va lui appartenir. Canal Box est présenté au public au cours de cette soirée. Parmi les invités, il y a la ministre du Développement de l'économie numérique. La fibre optique est le support vraiment de qualité pour offrir l'Internet haut débit, l'Internet très haut débit. C'est vrai que les opérateurs déjà établis dans notre pays offrent déjà ce service. Cela va amener la concurrence. Canal Box, pour commencer, est seulement disponible à Ouagadougou. Le défi pour le groupe Vivendi Africa Burkina Faso est de travailler à l'extension progressive de son service d'Internet, non seulement à toute la capitale, mais aussi à d'autres localités du pays. En santé, Boli, dans la commune rurale de Guiaro, dispose désormais d'un centre de santé et de promotion sociale pour offrir de meilleurs services de soins aux populations. L'infrastructure sanitaire a vu le jour grâce au leadership d'un fils de la localité. Le compte-rendu complet de la cérémonie d'inauguration avec Issa Kafando et Aimé Solange Digma. C'est un nouveau CSPS équipé et fonctionnel qui est mis à la disposition de la population de Boli dans la commune rurale de Guiaro, dans le Naouri. Ce CSPS est la concrétisation de l'engagement d'un fils de la localité en la personne de Wezin Louis Hulon. Vu ce que j'ai vu, c'est-à-dire une femme qui accouche au détour d'une toilette avec des sécos qu'on couvre et des pailles de 18h à 8h du matin, je me suis dit qu'il y a quelque chose à prendre avec l'État et je me suis battu pendant plus de 6 ans. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai eu des oreilles attentives à l'image de celle de mon grand frère Prosper Tapsoba qui ont mis le projet en route. Et là encore, on devait batailler ferme, 9 ans. Et aujourd'hui, c'est l'accouchement. Et je suis vraiment content pour les femmes de mon village. Un ouf de soulagement pour les femmes de ce village car ce CSPS leur permettra d'accéder à des prestations curatives, préventives et promotionnelle. Le patron de la cérémonie salue la mobilisation des fils et filles de la localité en vue de parachever cette infrastructure. La population de Boulé pourra avoir accès dans un rayon limité à des soins de santé, à des séances de sensibilisation, à des séances de vaccination, aux conseils relatifs à la prise en charge de leur santé et également à des soins curatifs. Donc nous saluons en tout cas cette initiative et cet engagement en tout cas des fils et des filles de la localité. Du matériel et des médicaments, une contribution du parrain Prosper Tapsoba, consultant international en finances publiques. Le but étant d'améliorer la santé de la population de Boli et des villages environnants. Et dans la commune rurale de Tangendasouri, c'est tout le conseil municipal qui se soumet à un exercice de redevabilité après 5 ans au service de la population. 5 ans de difficultés, mais aussi de bonnes réalisations dans les secteurs prioritaires avec plus de 4 milliards de francs CFA d'investissement. La journée dite de dialogue communal, ce 5 juin, nous est rapportée par Kwale Nebié et Sekou Zongo. Le conseil municipal de Tangendasouri, à l'heure du bilan de sa gestion de 5 années,
Face à face donc entre les populations de cette commune et Lassane Touré et ses proches collaborateurs. Que du chemin parcouru, mais il faut retenir l'essentiel, le travail au développement à la base, ici décrit. Des investissements ont été réalisés au profit de l'ensemble de la population en termes d'eau potable, en termes d'école, en termes de santé. Beaucoup de choses ont été réalisées, que je ne saurais même citer l'ensemble de toutes les réalisations. Des réalisations qui ne pouvaient se faire sans l'accompagnement des conseillers municipaux de tous bords politiques et de l'ensemble des populations. Des populations à qui le bourgmestre sollicite une fois de plus compréhension et entente. Nous allons continuer à donner encore toujours de l'eau potable aux gens parce qu'on n'en finit pas. C'est quand même une denrée rare. Aujourd'hui, on n'est plus sur la thématique de créer juste des forages, mais des AEPS multi-villages, multifonctionnels. Nous demandons à l'ensemble de la population de s'unir, de laisser toutes les guéguerres un peu à gauche, à droite, pour bâtir notre chère commune qui n'est que la commune de Tangendasouri. La commune de Tangendasouri, c'est 59 villages administratifs et cette halte rétrospective sur sa gestion est une occasion de reconnaître les efforts de personnes qui travaillent dans l'ombre pour le développement de la commune. Au Mali, ce fait, le colonel Assimi Goïta vient de prêter serment ce lundi et devient officiellement le président de la transition malienne. Il assure que son pays va tenir ses engagements d'organiser des élections dans les délais. Et donc, c'est une investiture qui aura cristallisé beaucoup d'attention. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a été investi président de la transition ce lundi. L'homme fort du pays a prêté serment lors d'une cérémonie à Bamako. Il officialise ainsi sa mainmise sur le pouvoir. Il y a 15 jours, c'est lui qui avait fait arrêter le président de la transition et son premier ministre. Lors de son allocution, Assimi Goïta a indiqué qu'il tiendrait ses engagements, notamment celui d'organiser des élections, sans pour autant donner de date. Je voudrais, en votre nom, rassurer les organisations sous-régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Les pays partenaires du Mali s'inquiètent de l'instabilité politique qui règne dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. 2 coups d'État en moins d'1 an. Cela s'ajoute à l'insécurité qui règne notamment dans le nord du pays. De vastes pans du territoire qui échappent à l'autorité de l'État. La France est engagée militairement dans cette région avec les soldats de l'opération Barkhane. Mais compte tenu des derniers développements à Bamako, les autorités françaises ont annoncé qu'elles suspendaient jusqu'à nouvel ordre leurs opérations communes avec l'armée malienne. Voilà, retour sur cette principale actualité dans ce journal qui est la visite du Premier ministre à Solhan sur le site du drame de ce week-end. Une tragédie qui laisse derrière elle vide et désolation, comme vous le voyez sur ces images. Et sur place, le chef du gouvernement burkinabé et sa délégation constatent et rassurent les déplacés, les populations, de la volonté de l'État de ramener quiétude et sécurité. Voilà, nous allons, tout est fin prêt du côté de la technique et nous pourrons voir maintenant le film de cette sortie du chef du gouvernement burkinabé sur le site de Solhan où une centaine de personnes ont été victimes d'attentats massacrés ce week-end. Donc, voici Draman Guéné qui rentre de la sortie et son reportage si tout est prêt. Solhan, le poumon économique du Yaga, 3 jours après le carnage. C'est dans la consternation que le Premier ministre vient sur le lieu du crime. Dans sa délégation, 5 ministres, la défense, la sécurité, l'action humanitaire, la communication et l'enseignement supérieur, accompagnés du gouverneur du Sahel. Après le massacre, Solhan est devenue l'ombre d'elle-même. La ville s'est vidée de ses habitants. La petite délégation qui reçoit ici l'équipe gouvernementale est là juste pour récupérer quelques biens. Solhan la bruyante s'est tue. Une ville aurifère très animée, stoppée net en une nuit. 90% des victimes sont des orpailleurs. Sur le site, aucune présence humaine, seules des machines et du minerai. Les stigmates des flammes toujours intacts. Les exploitants n'en reviennent pas, les regards sont vides.
L'armée a pris le contrôle de la ville, postée partout de nuit comme de jour. Les symboles de l'État sont sabotés. L'école criblée de balles, le dispensaire mis à feu et des médicaments emportés. Après ce triste constat, Christophe Dabiré et son équipe sont à Seba, la capitale de la province, juste à 14 km. Seba, la ville haute, Seba, la ville refuge. Solhan s'est déplacé ici. 7644 personnes ont rejoint ce site des déplacés internes. 1052 ménages sont touchés. Tous sortis écouter le message du chef du gouvernement. Le président du Faso nous a demandé de rassurer les populations, de leur dire toute son amitié et tout son attachement, de leur présenter les condoléances à la suite de la disparition de nombreux jeunes au niveau de cette région, de leur dire que l'espoir est permis parce que nous allons nous réorganiser pour pouvoir apporter la réponse appropriée à la situation. Cette incurie que nous constatons aujourd'hui ne restera pas impunie. Du reste, le lendemain de la nouvelle, nous avons déjà pris des dispositions sur le plan sécuritaire et aujourd'hui, cette partie du territoire est occupée par un certain nombre de forces qui sont en train de travailler à faire un ratissage pour rassurer les populations qui sont encore là et qui essayent de rester résilients. Le gouvernement rassure les déplacés, rien ne va leur manquer et l'engagement est ferme. Les dispositions ont été déjà prises pour leur assurer un minimum de confort, un minimum de logement, un minimum de restauration. Et nous allons continuer à travailler, à faire en sorte qu'il en soit ainsi. Grâce au stock prépositionné à Dori de 350 tonnes, il n'y avait pas eu aussi particulièrement de difficultés à accueillir ces déplacés, ces milliers de déplacés, et à les installer et à pourvoir facilement donc, et rapidement à leurs besoins alimentaires et tout autre besoin. Au serment de Seba, encore 6 blessés sont alités. Certains se rappellent encore la fameuse nuit où tout a basculé. Je me suis caché dans une barrique. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Ils m'ont demandé la clé de ma moto. Je la leur ai remise et j'ai tenté de fuir. C'est dans ça que j'ai reçu une balle. Pour le médecin-chef, aucune vie n'est en danger. Pour lui, rien d'alarmant comme certains le font croire. Depuis l'attaque de Solhan, nous avons reçu au total 40 blessés qui ont été admis au niveau du serment de Seba. Et sur les 40 blessés, il y a 23 que nous avons pu évacuer au niveau du CHR de Dori. Nous avons eu des échos qu'il y a un certain nombre qui ont dû continuer à Ouaga au regard de la gravité de leur état. Après les premiers cas que nous avons évacués par ambulance, nous avons pu faire une évacuation aéroportée et ça nous a permis vraiment d'envoyer beaucoup de malades sur Dori très rapidement. Il n'y avait pas un déportement, contrairement à ce qu'on a pu dire. Vous avez été au centre médical de Seba avec nous, il n'y avait pas non plus de déportement. Il y avait un personnel de santé qui était fier d'avoir assuré les premiers secours et de nous annoncer d'ailleurs que 11 des blessés ont été libérés et que les 6 autres qui restaient à Seba allaient être très bientôt aussi autorisés à rentrer chez eux. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer les représentants de l'État qui sont dans cette région, que ce soit les infirmiers, les médecins, que ce soit les autres travailleurs du service social qui sont là, qui se sont battus depuis les premières heures pour assurer une prise en charge et des malades et des personnes déplacées. Je voudrais leur rendre hommage et les exhorter à travailler toujours avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Aux forces de défense et de sécurité qui sont dans cette zone, nous les incitons à poursuivre leur engagement patriotique pour la défense de notre patrie. La dernière étape, Dori. Le Premier ministre est au chevet des déplacés évacués dans le centre hospitalier régional. Là aussi, aucun pronostic vital n'est engagé. Nous avons tout fait pour prendre en charge ces blessés-là. Aujourd'hui, ils sont dans les centres de santé de notre pays, à Seba ici, à Dori et également à Ouagadougou. Et tout cela se fait dans la situation où le gouvernement a apporté sa contribution pour que ces gens-là n'aient pas à débourser un sou pour se faire prendre en charge pour les soins et pour leurs soins dans nos différents hôpitaux. Après cette sortie terrain, le gouvernement réaffirme son bilan, 40 blessés, 132 morts. Oui, le chiffre de décès est arrêté à 132. Je l'ai dit il y a 2 jours, je le redis aujourd'hui. Malencontreusement, on a pu faire une addition de victimes, puisque dans la nuit du 4 au 5,
Des attaques aussi avaient été signalées à Marcoy, où on avait signalé 13 victimes, et une autre localité. Et je pense que malencontreusement, on a dû ajouter ces victimes de Marcoy. Marcoy est une commune de la province de Loudalan. Ce n'est pas dans la même province que le Yaga qui abrite la commune de Solan. Je pense que malencontreusement, on a pu additionner les victimes dans cette autre commune, au 132, 13 et 15 pour en faire naturellement 160. La psychose se lit sur les visages, mais le Premier ministre rassure. L'État mettra tout en œuvre pour le retour de la sécurité et de la quiétude. Voilà, c'est sur cette sortie du chef du gouvernement burkinabé et sa délégation à Solan et dans le Sahel que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le dernier rendez-vous des actualités sur la télévision du Burkina, c'est à 23h avec Amandine Lalsaga.